Je propose qu'on démarre avec l'intérêt, finalement, de cette Gen AI, de ces IA génératives pour les entreprises. Parce que je ne sais pas si tout le monde, oui, je pense, tout le monde s'y intéresse, mais est-ce que tout le monde a bien perçu, en fait, quel était l'intérêt au sein des entreprises d'adopter cette technologie, hein. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre, peut-être Cédric. Allez, je me lance. C'est un très bon point, Delphine, d'ailleurs, ce qui était assez... Pour la petite anecdote, j'évoquais avec Lionel, juste avant que l'on se retrouve ce midi, un déjeuner où, à côté de moi, deux femmes se réunissaient pour parler d'intelligence artificielle à table. Donc, c'est quand même assez rigolo. On en parle partout, fondamentalement. Non, le sujet est une lame de fond. Lame de fond au sens où on reproduit avec la Gen AI une façon de délivrer du digital autrement. De plus en plus, en fait, on se rend compte qu'on donne davantage de liberté et de poids aux métiers, dans ces métiers qui étaient traditionnellement très technologiques, tout en gardant un certain contrôle au niveau de la DSI, d'ailleurs, ce qui est essentiel dans une approche de compliance. Donc, un sujet de fond, avec des comportements qui sont évidemment très, très différents d'un continent à un autre. Alors, vous me voyez venir quand je parle de cela, des États-Unis, où là, le sujet, il suffit de se balader à San Francisco et autres, partout, vous voyez partout, intelligence artificielle, Gen AI, etc. Et c'est pas juste un buzzword. Non, c'est pas un buzzword. Et là, en l'occurrence, on n'est pas dans la lame de fond, on est dans le tsunami. Ouais. Là, on en parlait encore récemment. J'y suis allé 3-4 fois cette année et 2 fois notamment sur les 2 derniers mois. C'est un sujet de fond dans toutes les entreprises. Il n'y a pas un secteur qui est épargné, si je puis dire. Versus en Europe, des positionnements très différents d'un pays à un autre, d'un secteur à un autre, d'un client à un autre. Et là, j'emploie pas le terme de tsunami, j'emploie le terme plutôt de lame de fond, parce que comme d'habitude, on prend un peu le temps d'analyser le sujet, on l'a dit, les risques, les opportunités, comment on passe à l'échelle. Et c'est ce qui a motivé Inetum à lancer ce think tank. Alors, c'est la question que j'allais vous poser, parce que j'ai évoqué la création de ce think tank européen. Oui. Ça veut dire quoi? On a besoin encore de convaincre les entreprises des opportunités de l'IA, ou on a besoin de leur expliquer comment faire? C'est un très bon point. Je pense que les deux, pour être très transparent. Alors, le côté opportunité, je pense, devient, je dirais, quelque chose d'assez, de plus simple à traiter, même si les entreprises aujourd'hui, en Europe en tout cas, voient plus l'angle de l'opportunité sur des sujets de back-office que de front-office. Sur le front-office, on est trop encore à chercher le fameux use case métier qui va venir révolutionner, alors que le sentiment que l'on a dans un passage à l'échelle, exactement, on a plutôt intérêt à regarder l'ensemble des métiers et voir comment progressivement le diffuser. Pour autant, encore une fois, donc les opportunités, on commence à avoir de plus en plus de réponses. Les risques, ils sont nombreux. Alors moi, j'aime pas trop le terme risque parce que dans le digital, surtout en Europe, on a toujours tendance à voir le risque avant l'opportunité. Et c'est ce qui fait que nos amis américains, chinois ou voire même certains pays européens vont plus vite que les Français, les Belges et autres Espagnols. Donc ça, c'est un vrai sujet. En revanche, le point du passage à l'échelle était un enjeu majeur. À chaque fois que l'on voit un client, la question nous est posée. C'est pour ça qu'on s'est dit, montons un think tank, 3 pays, 20aine de clients dans chacun. Et l'idée, c'est de les mener en parallèle et ensuite d'avoir un livre blanc européen sur ce sujet pour mettre en avant les différences et les points de jonction. Et il y aura un next step pour l'année d'après, mais j'y reviendrai. J'imagine. Lionel, vous avez participé à ces ateliers, ces premiers ateliers. Quelles sont les opportunités, très concrètement, que vous voyez dans l'IA, les IA génératives aujourd'hui, pour un groupe comme Air Liquide ? D'accord. Donc, d'abord, je vais commencer par vous expliquer pourquoi je m'intéresse à l'IA. Oui. Alors, c'est une question de compétitivité. Et avant d'aller plus loin, je vais peut-être dire 2 mots sur mon activité pour remettre du contexte à mon propos. Donc, je dirige, comme vous l'avez dit, Delphine, la filiale MedTech du groupe Air Liquide. Et donc, nous concevons et on fait la commercialisation d'appareils médicaux pour des patients qui souffrent de détresse respiratoire, soit en contexte aigu, soit en contexte chronique. Voilà. Et donc, l'innovation, c'est vraiment notre oxygène. On y consacre 10% de notre chiffre d'affaires, 20% de nos capital humains. Voilà. Et on voit avec l'IA beaucoup d'opportunités pour créer de la valeur.
être plus efficace. On navigue dans un environnement... Justement, en back-office, en front, sur l'innovation, Voilà. sur les dispositifs. Donc, on voit des opportunités en R&D, on voit des opportunités pour traiter une grande masse d'informations, on y reviendra probablement plus en détail plus tard, et aussi pour le contrôle qualité. Voilà. On évolue dans un environnement très concurrentiel. Dans notre segment de marché, on a la concurrence asiatique très forte. Et en plus, depuis la crise Covid, notre segment de marché est plutôt baissier. Donc, on ne peut pas ignorer, absolument pas ignorer, les outils de la GenAI pour nous apporter plus d'efficacité. Alors, en tant que filiale d'un groupe comme Air Liquide, on a bien évidemment accès à des investissements, des ressources sur la GenAI et aussi à beaucoup d'outils. Mais moi, au niveau de la filiale, c'est à nous aussi d'identifier des business cases qui vont, autour de la GenAI, qui vont apporter de la valeur au niveau de la filiale. Oui. Et ce qui est important, à mes yeux, c'est d'être acteur de cette révolution digitale, de ne pas attendre passivement qu'on me donne des outils, mais d'être acteur de notre feuille de route adaptée à notre filiale, aux besoins de notre filiale. Et ma participation dans le think tank traduit justement ma volonté d'être acteur dans cette révolution digitale. Les opportunités, c'est d'abord générer la complexité. On est dans un environnement très réglementé dans les appareils médicaux, avec des exigences qui sont de plus en plus nombreuses. On doit gérer une grande masse d'informations. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut s'étendre plus à l'export. Donc on doit gérer un plus grand nombre de langues. On doit faire face à des réglementations locales. Et donc ça demande beaucoup de travail documentaire. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que nos appareils sont de plus en plus compliqués, sophistiqués. Nos outils de production sont aussi de plus en plus sophistiqués, avec plus de capteurs qui remontent plus de données. Et donc, il y a de plus en plus d'opportunités pour traiter ces données et avoir des... En fait, d'exploiter ce qui demain peut être une valeur et qui aujourd'hui n'est pas utilisé à ce titre. Ouais. Comment vous voyez justement aujourd'hui, vous avez commencé à évoquer, Cédric, le fait que toutes les entreprises n'étaient pas égales face à l'IA et n'avaient pas forcément la même perception de ces opportunités. Est-ce qu'il vous semble justement qu'il y a des secteurs comme la santé qui sont vraiment en avance et d'autres très en retard? Alors, j'ai envie de dire, je vois surtout des clients qui sont très en avance sur d'autres, plus que des secteurs à proprement parler. Et en plus, si on prend l'échelle européenne, je vais citer deux, trois exemples. Le secteur public, un comportement très différent entre, encore une fois, je vais faire un focus sur les 3 pays du think tank, même si on pourrait parler d'autres pays, mais la Belgique, je dînais récemment avec la directrice générale d'ICT, qui est en fait la direction digitale de la ville de Bruxelles, avec son DSI. On a gagné un gros contrat là-bas, ils ont participé également au think tank, etc. J'ai envie de dire, c'est IA toutes. IA toutes sur des technologies Microsoft, donc aucun frein technologique. Au contraire, l'enjeu, et en plus tu parlais de data, Lionel, l'enjeu il est là, c'est traiter la donnée à l'échelle pour être capable de mieux connaître les citoyens et de mieux anticiper les services dont ils ont besoin et de mieux les mettre, de mieux les promouvoir auprès des bonnes catégories. Versus le secteur public en France, qui évidemment avance, mais avec des contraintes qui sont largement différentes, on va dire. Et là aussi, quelques acteurs du think tank pourraient en témoigner. Donc, j'ai plus envie de dire, en fonction des pays et des secteurs, non. En fait, c'est en fonction des clients et de la direction des technologies, en fait, qui est décisive. Des technologies et le métier aussi, finalement. La direction générale, toi, tu fais avancer les choses parce que tu y crois et tu as les moyens de faire avancer les choses. Alors, dans un grand groupe qui est Air Liquide, avec tes spécificités métiers, là, c'est un peu la même chose chez nos clients. Pour autant, encore une fois, le poids du réglementaire, on parle de l'Europe, pour autant est quand même largement travaillé différemment d'un pays à un autre. Et alors, chez Inetom ?
Alors, très bon point. Qu'est-ce qu'on fait avec Approprions-nous l'IA, le Philippe sujet. Tom En fait, alors évidemment, on s'est intéressé au sujet depuis de longues années, parce qu'on a l'impression que l'IA est en train d'arriver. On parle de GenAI, on parle même d'agents, etc. Mais c'est un sujet là aussi de fond depuis de nombreuses années. Ceux qui travaillaient les premiers sur ces sujets-là étaient notre direction innovation. Voilà. Maintenant, on est vraiment en train de développer le sujet depuis 18 mois, pour être très transparent. Là aussi, avec l'impulsion de notre président, on va être très, très honnête, qui nous pousse ce sujet massivement depuis 18-24 mois. Et on n'a pas réfléchi à quel est le sujet phare où on doit utiliser la GenAI. On s'est plutôt posé la question d'interviewer l'ensemble des métiers et de se dire qu'est-ce que la GenAI peut vous apporter au quotidien. Alors évidemment, on cherche toujours le côté baisse de coûts, accélération de time to market, mais aussi, et moi c'est le point qui m'intéresse surtout dans la GenAI, c'est comment développer des nouveaux business, des nouveaux sujets, etc. Et donc aujourd'hui, je vais dire de manière très transparente, l'ensemble des métiers de l'entreprise utilisent de la GenAI, si je puis dire. Pour ça, j'aime pas trop utiliser de la GenAI, parce que en fait, délivre du digital ou délivre des métiers en utilisant les principes et les technos de GenAI dans les RH pour mieux qualifier les profils, dans le commerce pour mieux qualifier les appels d'offres, mieux qualifier nos clients, savoir comment mieux anticiper à nos réponses. Dans le legal, ça paraît évident, mais quand on est abreuvé de nombreux documents légaux, évidemment, nos amis du legal sont ravis d'utiliser ces technologies, mais aussi plus globalement dans nos métiers de delivery, évidemment, en tant qu'outsourceurs que nous sommes, ou nous, dans les métiers que l'on appelle solutions. Alors solutions, pourquoi ? Parce qu'on utilise des solutions technologiques des grands acteurs comme Microsoft, SAP et autres, Salesforce ou ServiceNow, mais surtout parce qu'on cherche à apporter des solutions à nos clients sur les deux éléments que j'ai évoqués, comment développer de nouveaux business et comment répondre à leurs business pain, comme on dit en très bon français, comment résoudre leurs problèmes qui ne sont pas que des problèmes techno, mais qui s'appuient sur la techno dans les solutions. Si on reste sur ce paysage des entreprises et de leur adoption à l'IA, vous êtes dans un groupe international. Est-ce que vous voyez déjà des différences sur la manière dont on adopte ou pas l'IA générative au sein du groupe, entre ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, en France ? Alors, au sein du groupe, il va y avoir des différences par rapport au métier plutôt, on va dire, sur l'adoption des outils. C'est très pragmatique à chaque fois, ce que vous me répondez. En fait, il faut que ça soit pragmatique parce que je pense que c'était aussi un enseignement du think tank de lancer des POC à droite et à gauche sur des use cases, c'est pas forcément très efficace. Il faut avoir vraiment toujours attaché sur faire une petite sélection de use cases, faire des POC et après mettre à l'échelle, s'assurer qu'il y a une bonne adoption au sein de l'entreprise et après passer à autre chose. Mais prioriser comme un portefeuille de projets et pas de lancer tout azimut. Donc, chez Air Liquide, il y a une approche très, on va dire, cadrée et très discipline, avec beaucoup de discipline. Voilà. Il faut aussi catégoriser les outils. Donc, il y a les fournisseurs de modèles, il y a les outils génériques transverses, et puis il y a des outils spécialisés des agents. Pour les deux premières catégories, typiquement chez Air Liquide, nous, c'est la DSI qui va benchmarker ces outils-là, qui va les sélectionner et après déployer. Et donc, quasiment dans le monde entier, ils vont bénéficier. Donc, il n'y aura pas de différence. Et par contre, après, pour la troisième catégorie d'outils qui sont spécifiques, là, ça va dépendre beaucoup du métier ou de la filiale. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est au patron de filiale aussi de s'approprier ça et de porter le sujet. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce que... oui, on a eu des exemples où les Américains avaient utilisé l'intelligence artificielle très tôt, pas la GenAI, mais l'intelligence artificielle il y a bien longtemps pour optimiser leur livraison de gaz à des clients. Dans la santé aussi très tôt. Donc, on voit des disparités entre les filiales, etc. Mais en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, je ne veux pas être en retard. Ouais. Mais ça, par rapport à mes concurrents, moi, ce qui me drive, c'est la compétitivité, de ne pas rater le train. Et mon rôle, moi, c'est d'identifier les use cases dans ma filiale
qui vont pouvoir vraiment faire la différence. Parce que je vais bénéficier de toute façon des outils génériques, des grands use cases génériques, comme la traduction, le légal, le service client. Ça va venir du groupe. Mais par contre, pour tout ce qui est spécifique, là, c'est dans mes mains. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on a vous aussi... avez choisi de travailler en partenariat justement avec Inetom. Exactement. Et donc, sur quel projet? Donc, je vais vous donner un exemple concret. Donc, en fait, on a fait venir Inetom dans nos locaux. On a fait des ateliers pour identifier des use cases qui pourraient être utiles à notre filiale. Oui. Et on a sélectionné, pour commencer, la réponse aux appels d'offres. Donc la réponse aux appels d'offres dans notre métier, ce sont des documents qui arrivent, 40-50 pages, et c'est très laborieux parce qu'il faut décortiquer tout ça, identifier les exigences ou les spécifications, et après voir comment y répondre. Ça mobilise plein de gens, et c'est très, très laborieux. Et donc, Inetom a proposé une solution GenAI qui permet donc l'analyse ultra rapide de ces documents, et d'en extraire les exigences et les spécifications, et puis après d'aller chercher des sources dans une base de connaissances qu'on a élaborée, et après l'outil de GenAI propose des réponses aux spécifications sur la base des informations dans la base de connaissances, et surtout moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il donne un indicateur de la fiabilité de sa réponse. Donc, c'est une note sur 10. Il s'auto-évalue, finalement. Voilà, il s'auto-évalue. Et ce qui nous permet, nous, de nous concentrer là où il n'est pas très sûr. Nous, du coup, c'est là où on va se focaliser. Ouais. Et voilà. Donc, on voit bien, c'est ça. Et puis, il y a aussi un petit assistant, un chat, qui nous permet aussi de lui poser des questions. Donc, il y a cette ergonomie qui était superbe. Et ça a été fait en moins d'un mois. Donc, ce POC, et nous, on est en train on va devoir le passer à l'échelle. Mais ça a été hyper concret. Et franchement, alors justement, parce que c'est notre sujet, le passage à l'échelle. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il faut voir émerger, parce qu'on est vraiment là en train de parler de l'intégration très concrète de l'IA en entreprise, est-ce qu'il faut à un moment avoir des équipes dédiées ? Alors, c'est un très bon point. On voit déjà que de plus en plus, les use cases évoluent. On l'a évoqué tout à l'heure. Beaucoup de back-office jusqu'à présent et de plus en plus à du front. Back, qui faisait souvent appel à des technos, entre guillemets, assez généralistes. Et peu importe d'ailleurs que ce soit sur des approches très friands des Américains en Belgique, plutôt sur de la souveraineté en France, plus sur de l'open source en Espagne. Enfin, encore une fois, je ne veux pas te donner de généralité trop vague. Mais en effet, un besoin impérieux au début de monter des équipes centralisées pour deux raisons. Déjà, il y avait très peu de capabilities sur le sujet. Parce que les gens qui en parlaient, c'était une chose. Des gens qui avaient des vrais retours d'expérience, pour même pas parler de conviction, c'était une autre chose. Donc, centraliser pour être capable de bien faire, de répliquer, mais aussi, on l'a évoqué, de bien contrôler. L'idée n'étant pas de développer des choses qui font porter des risques à l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Et quand on est sur du back-office, entre guillemets, c'est très bien. Maintenant, quand on veut aller de plus en plus sur des use cases très métiers, mais ce qui est juste extraordinaire, c'est que, entre guillemets, on peut faire du digital, de la GenAI, excusez-moi, sur n'importe quel sujet, n'importe quelle entreprise, n'importe quel métier. Je vais prendre 3-4 exemples. Excusez-moi d'être peut-être un petit peu long. Mais on travaille avec le centre hospitalier de Bruxelles. Au début, GenAI pour optimiser des tâches administratives. Aujourd'hui, pour travailler sur une médecine curative vers une médecine préventive. On travaille avec l'université Thomas More, là aussi en Belgique. Intérêt, au départ, également, tâches administratives. Maintenant, ils ont une espèce de Parcoursup. Veuillez m'excuser pour l'expression. Mais pourquoi je prends cet exemple ? Parce que je l'ai trouvé très intéressant. C'est un Parcoursup amélioré, c'est-à-dire que l'étudiant est guidé dans le choix qui devrait être le plus intéressant pour lui. Un compagnon d'orientation et pas j'ai des notes, je fais des choix et j'espère qu'en fonction de mes notes, je serai servi sur mes choix prioritaires. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. On va en France sur un assureur qui était d'ailleurs parmi nous, développer des approches très front office où quand le client en général a un sinistre met quelques semaines pour avoir une réponse
Et là, l'analyse n'est pas faite uniquement en back-office, la réponse est faite en automatique au client. Ou alors, en Espagne, l'énergéticien qui se voit affluer d'appels parce que les gens ne comprennent pas, leurs clients ne comprennent pas les factures, ils voient le prix de l'énergie qui augmente et qui diminue, mais pas la facture, et donc avoir des agents conversationnels qui répondent automatiquement, etc. Là, pour le coup, désolé si c'est un petit peu long, mais ce qui est important, c'est qu'on voit de plus en plus de verticalité, de fait un besoin je dirais, d'étendre ces groupes qui étaient centralisés initialement et de les déployer dans l'ensemble des métiers des différentes entreprises. Et là aussi avec des technologies qui, quelquefois, sont elles aussi plus verticales et pas juste généralistes à pouvoir tout faire, entre guillemets. Alors, je vous maintiens sur le sujet parce que donc il y a trouvé la bonne technologie, le bon usage, la bonne organisation. Est-ce qu'il y a aussi cette idée qu'on doit travailler avec des startups quand on est un grand groupe et qu'on se lance dans des projets IA? Parce qu'on a beaucoup entendu ça sur toute la transformation digitale et l'innovation. Je pense qu'il y a un premier point et je sais que tu vas vouloir y venir. Je parie que tu vas vouloir y venir, donc je vais te lancer sur le sujet, Lionel. On va répondre à votre point, Delphine, mais il y a déjà un premier sujet qui est de former les gens. Oui. Démystifier. En interne, déjà. Former en interne. Démystifier avant d'expliquer le côté opportunité. Ça, je pense que c'est le premier point. Moi, je vois chez Inetum, l'année dernière, on a formé 10 000 personnes en 3 mois. Et là, je pense qu'on est proche des 100% sur les 30 000 collaborateurs à travers le monde. Je pense que c'est important. Je reviens au déjeuner de tout à l'heure. La personne qui en parlait disait qu'elle, alors je n'ai pas tout écouté évidemment, mais disait qu'elle n'était pas formée et que ça lui faisait peur. Donc, avant de savoir si on doit prendre une start-up ou que sais-je, il faut expliquer ce que c'est, former et mettre en place une politique claire dans l'entreprise. Sinon, sans ça, il n'y a pas de passage à l'échelle. Sinon, c'est clair. Et au-delà du passage à l'échelle, il y a une inquiétude grandissante et une approche risque qui se met en avant. Je sais que toi, là-dessus, c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, absolument. Mais si vous pouvez en même temps répondre à ma question, je vais répondre à votre des point aussi. startups. Est-ce qu'à un moment, on doit faire appel à des startups? Moi, je n'ai pas forcément Une opinion? Une opinion forte sur le choix start-up ou pas start-up. Par contre, c'est oui, on a besoin de ressources externes et pas que de s'appuyer sur des ressources internes, notamment quand on est sur le spécifique. Après, si la solution est proposée par une start-up, tant mieux, et si c'est pas par une start-up, ça sera par quelqu'un d'autre. Je ne considère pas Inetum comme une start-up, mais j'ai bénéficié de l'aide d'Inetum pour développer ma solution GenAI pour mes appels d'offres. C'est multiforme, en fait. Exactement. C'est ça, mais par contre, voilà, effectivement, il y a des startups très intéressantes sur la téléphonie over the cloud. On a travaillé avec Aircall, qu'on peut considérer comme encore un stade de start-up licorne, et qui propose avec leur solution à base de GenAI des solutions mais fantastiques et qu'on va adopter. Voilà, donc j'ai pas encore une fois un dogme sur start-up ou start-up. On est ouvert. Et ce qui est sûr, c'est que il y a dans un grand groupe, il y a des choses qui sont faites d'une manière centralisée et avec des ressources en interne. Et puis, nous, on complète, mais c'est un complément. Il y a des solutions. Après, elles viennent d'Inetum. Petit complément, justement, sur ce sujet. Alors, on est baigné dans les environnements de start-up, vous l'imaginez, dans l'environnement Inetum. Oui. Le sujet, non plus, j'aime pas trop le dogmatisme, donc c'est pas start-up versus les grands acteurs, qui soient américains d'ailleurs ou européens. Je pense que, de toute façon, ces acteurs, pour la plupart, ont été des start-up avant de devenir des plus ou moins mastodontes, même un OpenAI, etc. Le côté start-up est intéressant dans la verticalité. Oui. Quand on fait appel à de la verticalisation, il y a certains clients, en effet, qui demandent quelque chose de très spécifique lié à leur métier. Et c'est là que je pense l'environnement de start-up est particulièrement pertinent. Un deuxième point également, encore une fois, c'est ce qui est assez passionnant dans notre univers, c'est qu'il n'y a pas une réponse unique à l'ensemble des sujets. On l'a évoqué, avec quelques comportements différents d'un pays à un autre, d'un secteur à un autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a certains clients, qu'ils soient métiers ou à l'IT, qui adorent justement cet environnement start-up. Donc, on les connecte quand nécessaire. Mais voilà, c'est plus la verticalité et, je dirais... Et des affinités. Et des affinités d'environnement et de collaboration, absolument. Eh bien, on arrive déjà à notre séquence Key Point.